Simplement, je pense que la démocratie, c'est aussi un point à l'horizon vers lequel nous tendons tous. Je me réjouis de notre démocratie française. Je pense qu'elle est meilleure à beaucoup de régimes un peu partout de par le monde. Elle est meilleure que celle de Poutine. Elle est perfectible quand je vois ce qui se passe en Scandinavie. Je ne fais pas de la démagogie en disant ça. Parce que j'ai appris, d'une manière livresque, que le Tocqueville de l'Amérique n'est pas le Tocqueville de l'Algérie. Et si j'ai pris délibérément Tocqueville, c'est son lien avec la démocratie. Alors où est-ce que je la mets dans tout ça? Si je m'en tiens à une définition de type pouvoir contre pouvoir, équilibre des pouvoirs, alternance au pouvoir, et on peut ajouter quelque chose à propos des pouvoirs. Oui, c'est une démocratie au niveau de la définition. La démocratie n'est pas non plus un formalisme creux où les 51% font ce qu'ils veulent des 49% une fois élus. La démocratie, telle que je l'aperçois, toujours ce point à l'horizon, cet idéal, c'est que dans l'association politique autofondatrice de sa propre légitimité, il n'y a pas de majorité ou de minorité autre que ce qui se passe dans le Parlement, la représentation nationale, et cette fois, la minorité s'appelle opposition. C'est-à-dire que le citoyen appréhendé in abstracto de toute autre appartenance est à égale distance par rapport à la loi, et ça, la laïcité le lui permet dans un cadre démocratique. Si vous voulez une métaphore, c'est que on est tous baignés par les rayons solaires une fois qu'on est tous au soleil, pas les uns qui sont à l'ombre et l'autre qui sont au soleil. C'est ainsi, à la fois par rapport à la loi, à l'obéissance à la loi, et il n'y a pas de minorité, il n'y aurait pas, allez, j'utilise le conditionnel, ethno-culturelle ou ethno-cultuelle ou ethno-religieuse. Ce sont les citoyens, quels qu'ils soient, qui se définissent comme citoyens, s'acquittant de leur devoir de citoyen pour être fondés de jouir des droits de citoyen. Le devoir et le droit sont l'avers et le revers d'une même effigie. On avait un ancien Premier ministre qui avait parlé d'un même talisman. Bon. On peut avoir quelques États dits démocratiques dans lesquels il n'y a pas de laïcité. Là, la majorité n'opprime pas la minorité ethnique ou religieuse parce qu'on a une sorte de démocratie politique. Ce n'est pas l'idée que je me fais de l'idéal démocratique, notamment scellé par le pacte républicain. Il y a tout un débat sur y a-t-il un universel républicain ou pas. On peut avoir des monarchies constitutionnelles qui ne fonctionnent pas nécessairement sur le modèle républicain et qui garantissent les lois, les libertés fondamentales donc, et les droits fondamentaux de la personne humaine. En disant tout à l'heure que la laïcité est adossée à un corpus de valeurs et elle en est l'émanation de ces valeurs tout en étant elle-même un principe, mais aussi la condition de l'effectivité de ces valeurs, je pense que ceci ne peut advenir que dans un espace démocratique. Dans le premier cas, on n'a pas tranché. On est en recherche, notamment dans les questions métaphysiques, les questions qui dépassent l'homme, comme on dit assez facilement. Et de ce point de vue, dès lors qu'on ne
tranche pas, qu'on ne connaît pas, ou on sait qu'on ne sait pas, on est agnostique, presque au sens premier du terme, donc pas nécessairement par rapport à la question de Dieu ou autre chose. Permettez-moi de dire que c'est une position admirable, elle est douloureuse, elle est difficile, mais c'est celle-là qui est conforme à la dignité de l'homme, en réalité. Depuis le poète Juvénal, le poète latin qui disait « Vitamen pendere vero », ma vie durant, je chercherai la vérité. Je ne tranche pas, je cherche, je suis un chercheur. Si je devais lui trouver un pendant dans d'autres traditions, j'en trouverais et je vous le dirai. Il y a le deuxième cas de celui qui dit je crois à la pesanteur, une pomme finirait par tomber, je peux ajouter dans le champ gravitationnel. Si on n'était pas dans un champ gravitationnel, elle ne tombera pas. Donc, mais dans ce cas, oui, c'est fondé sur l'expérience, c'est fondé sur la reproductibilité de la dite expérience, etc. Et si vous tombez sur quelqu'un qui pourrait vous soutenir que quel que soit l'endroit, la pomme tombera, et il le fait en tenant mordicus à son point de vue, là, soit il vous faut un arbitre supérieur pour trancher, mais on ne le trouvera pas. Et les idées fanatiques sont comme des clous. Plus on leur tape dessus, plus ça rentre. Donc je ne suis pas sûr que la bonne méthode, c'est de taper sur le dit dogme, mais c'est de trouver des manières de le contourner. Si j'ose dire, un peu presque par l'absurde. On peut toujours trouver demain matin quelqu'un qui viendra nous dire que le soleil se lève du côté de l'Occident. Et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est que j'ai eu droit, pour l'anecdote, à quelqu'un qui me dit vous savez, la Terre tourne sur elle-même, mais un jour, pour lui c'est le jour du jugement dernier, elle finira par s'arrêter. Mais au moment de s'arrêter, il y a une sorte presque de mouvement de recul, donc elle fait presque le mouvement inverse, et du coup, le soleil se lèvera du côté de l'Occident. Comme c'est un signe prodromique, ou un signe avant-coureur de la fin des temps, c'est un peu la croyance ou les balivernes que racontent certains imams à certains fidèles qui ne les tamisent pas par le filtre de la raison, eh bien, il y tient. Alors que faire? Ça rejoint en partie mon interrogation dans le corps de mon exposé quand je disais on n'a pas suffisamment investi, intellectuellement parlant, lorsque dans un espace démocratique, des individus viennent, au nom de leur propre sacré, troubler, je dirais pas l'ordre public, je dirais miner la coexistence de la dite association politique autofondatrice de sa propre légitimité. Alors qu'est-ce qui reste? Il reste la loi, et l'autorité est à la loi. La force est à la loi, sinon ça serait la loi de la force. Et là, c'est la jungle. Et alors la loi, comme une émanation rationnelle des hommes qui s'applique aux hommes pour le bien des hommes. Quand je dis les hommes et les femmes, bien entendu. Et ce qui a été fait par des hommes peut être défait par d'autres hommes quand on pense que le temps a évolué. Bon, ça, ce sont les fondements du droit et la fabrique même de la loi. Et alors, vous pouvez toujours me rétorquer, et oui, mais une loi ne peut pas aller à l'encontre des idées. Mais il faut bien trouver une solution. En amont, un investissement intellectuel, et puis trouver le modus operandi et le modus vivendi pour pouvoir vivre en bonne intelligence.
il y a aussi une affaire d'éducation. J'y pense là à l'instant. Parfois, je raconte cette histoire. On rapporte que Xerxès Ier, dans ses guerres médiques contre Sparte, ne comprenait pas comment on pouvait lui résister, lui, maître du monde, qui pouvait terrasser tous ses ennemis. Donc il a dépêché un espion. Et au bout de quelque temps, l'espion est revenu lui dire maître du monde, est-ce que je peux parler en toute sécurité? Il lui dit, vas-y, parle, qu'as-tu vu? Pourquoi sont-ils si forts? Pourquoi est-ce qu'ils résistent? Il dit, il y a quelque chose qu'ils aiment, qu'ils respectent, qu'ils intériorisent par-dessus tout. Et si tu m'autorises à te dire les choses simplement et en toute sécurité, c'est peut-être davantage, ils intériorisent cela et ils aiment cela que tes propres sujets pour ton pouvoir à toi. Il dit alors c'est quoi? C'est qui? Il dit non, c'est le nomos, c'est la loi. Une fois qu'on a intégré l'idée de la loi et qu'on y adhère et qu'on l'a intériorisé, ça aide à l'ensemble des citoyens parce qu'ils se sont donné des garde-fous, des règles de vie communes. On la discute, on en parle avant, mais une fois qu'elle est là, on la respecte et le respect de la loi n'est pas qu'une affaire de peur du gendarme, il y a une adhésion intime. Alors comment faire pour que les dogmatiques puissent aussi respecter la loi, surtout quand elle va à l'encontre de leur propre dogme? Sincèrement, je n'ai pas de réponse à cette question. Donc c'est pour ça que je vous dis que l'échafaudage ou l'armature conceptuelle de ces questions de sciences politiques et de fondement du droit recule et aucune religion n'est faite là-dessus en l'état actuel de nos connaissances. Je pense que l'une des avancées extraordinaires, mais je ne vous apprends rien, dans l'histoire de l'humanité, on dit qu'il y a 3 ou 4 grands moments forts dans l'histoire de l'humanité, c'est le langage articulé, l'écriture, la machine de Gutenberg, maintenant la révolution numérique, mais dans tout ça, c'est la production du droit. Très tôt, très vite. C'est-à-dire qu'un groupe humain ne peut pas vivre sans se donner des règles. Ce n'est pas possible. Pour Montesquieu, la chose la plus importante pour les hommes, c'est la manière d'être gouvernés. C'est leur gouvernance. On verra la prochaine fois qu'à partir de cette idée, à supposer qu'on fasse crédit à Montesquieu et qu'il a tout à fait raison en disant cela. Personnellement, j'y souscris. Donc, la notion du droit est fondamentale. Il y a la philosophie du droit et le droit lui-même, et puis le fait de se donner. Moi qui suis amateur de Stéphane, c'est rugby, moi c'est plutôt football, parce que j'étais gardien de but, c'est tout, dans une prime jeunesse. Et s'il n'y a pas des règles pour jouer, le football ne devient même pas un art à suivre, etc. Donc, on est tenu, pour chaque activité humaine, à avoir des règles, pour pouvoir mener à bien, pour pouvoir même arbitrer quand il y a des litiges. Donc, le fait d'insister sur le droit, c'est important. Alors, l'origine maintenant du droit. Droit naturel, droit positif, les fameuses grandes familles juridiques, la common law, le droit romain, la fameuse charia, où voilà encore un grand mot qui fait peur. Nous y reviendrons peut-être le 18 novembre, je dis cela de mémoire. Mais quand vous me dites, oui, mais il y a le droit divin, je puis vous assurer que ce sont des hommes qui l'interprètent.
Et donc, in fine, ça devient une construction humaine. La seule chose, c'est qu'on part de prédispositions ou de passages dont on impute l'origine à un principe supérieur, un principe transcendant. Et donc ce sont des hommes qui l'interprètent selon leur compréhension, selon leur psyché, selon leur entendement. Et la meilleure preuve que ce n'est pas aussi monolithique que ça, c'est que, si je ne cite que l'exemple islamique, on peut l'avoir aussi dans d'autres contextes. La halakha juive y participe peu ou prou. Dans le contexte islamique, le simple fait d'avoir 4 écoles juridiques montre que l'élément humain est de la plus haute importance. Je m'appesantirai davantage lors de notre deuxième rencontre. Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 5? Est-ce que vous pensez que 4 est garanti par le divin? Non, ce sont des élucubrations, des ratiocinations, des compréhensions humaines. C'est pour ça que jusqu'à présent, certaines législations qui disent dans les limites voulues par Dieu, nous sommes pour l'égalité homme-femme, mais dans les limites voulues par Dieu. Mais comme ce sont des hommes qui déterminent les limites voulues par Dieu, on n'est pas encore au bout de la peine. Ou encore, selon le statut divin. Alors là, il faut peut-être un peu de prudence. Moi, j'entends souvent dire « Ah oui, mais il y a des théocraties, comme ce sont des théocraties, il n'y a même pas place à la laïcité. » Je ne suis pas sûr qu'il faille parler de théocratie parce que ce n'est pas Dieu qui vient gouverner directement. Ce sont des théonomocraties, si je devais pinailler un peu. Ce sont des lois censées être divines, nées variétudes, et qu'on attribue à Dieu et qu'on applique, avec lesquelles les hommes trouvent toujours, selon le principe des ruses ou des petites astuces, en langue arabe on appelle ça ilm al-hiyal, la science des petites astuces. Parce que, alors, les juges ou les juristes bien intentionnés disent il faut que ça profite à l'homme parce que l'homme est pécamineux, pécheur, faillible, etc. Mais malheureusement, comme on a toujours plus radical que soi, donc chez les puristes ou ceux qui veulent être plus royalistes ou plus divins que Dieu, les fameuses astuces, c'est parce que pour rendre la chose un peu plus drastique. J'arrête là la réponse parce que je suis sûr ou quasi sûr que la prochaine fois on y reviendra avec cette fameuse irréductibilité entre la laïcité et l'islam. Donc on en parlera. Alors, cher monsieur, vous n'avez aucune raison de présenter vos excuses sur le fait d'avoir anticipé sur ce que je pourrais dire les fois prochaines, et notamment la prochaine fois. Vous avez raison de poser la question. Je pars toujours de l'idée que le isme étouffe la racine. Le marxisme a tué Marx, l'écologisme étouffe l'écologie, l'islamisme, on sait ce qu'a fait de l'islam. Je garde ma déférence pour certains systèmes de pensée, pour certaines traditions religieuses qui finissent par isme. Donc je ne généralise pas, bien entendu. Mais le laïcisme tue la laïcité. Il y a parfois même on a des combats justes, mais on les dessert par des comportements excessifs. On les dessert par une stupidité. Parce qu'on se trompe aussi de registre. Et
au lieu d'aider ou d'arriver au résultat escompté, eh bien, on hystérise davantage le débat. Donc les exemples que vous avez pris, je ne suis pas sûr qu'ils relèvent nécessairement de la laïcité, ils relèvent, à mon avis, davantage de l'émancipation de la femme ou du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine qu'une affaire de laïcité. Vous avez pris aussi quelques exemples, enfin, vous avez parlé de l'espace public. Ben, la loi le permet la manifestation publique. C'est pour ça que je reste parfois surpris quand on dit « Ah oui, mais la religion, c'est la sphère privée ». Oui, c'est vrai, mais elle a aussi des manifestations publiques. Moi, je ne sais pas avec Monseigneur au Petit comment les choses se font, mais avec Monseigneur 23, il y avait lors de la Semaine Sainte, d'abord une procession, et puis la péniche sur la Seine et le chemin de croix sur la butte Montmartre. Ça ne me gêne en aucun cas et d'aucune manière, je n'ai même pas à parler comme ça. Je peux peut-être, ou même sûrement, m'inspirer de cet épisode de la vie du Christ, etc. Et je me tiens avec beaucoup de respect. Et dès lors que l'autorisation a été demandée à la préfecture et qu'elle a été accordée, je ne vois pas en quoi on s'offusquerait de cette manifestation publique d'une pratique religieuse qui ne trouble pas l'ordre public. Et c'est dans la loi, la fameuse loi dite de séparation du 9 décembre 1905. Donc l'histoire du burkini, comme ça on en parlera pas la prochaine fois et on l'aura réglé, qui est au centre d'un paradoxe terrible. Les fondamentalistes salafistes, etc., n'en sont pas heureux, puisqu'ils ne veulent pas aller voir des femmes se baigner en présence d'hommes et avec la nudité ou quelque chose qui épouse leur corps, etc. Donc pour eux, c'est un non-sens théologico-canonique. Les autres, le spectre va des laïcistes belliqueux jusqu'aux fondamentalistes salafistes. Mais les autres disent « Ah, voilà, la religion qui vient empiéter sur l'espace public alors que ce n'est pas un habit religieux. Il est très récent, ça remonte à une jeune femme australienne d'il y a 3-4 ans qui a trouvé l'idée du burkini. Et d'ailleurs, quand on fait de la plongée sous-marine, on n'est pas embêté, mais on est embêté. Enfin, la femme qui fait de la plongée sous-marine, ça passe. Mais l'histoire du burkini pose problème. C'est pour dire les crispations. Dans le même ordre d'idées, quelqu'un qui se balade avec un casque intégral, fût-il président de la République, ça ne pose pas de problème. En revanche, une femme qui vient avec son voile intégral pose problème. Et le problème doit être un problème de dignité humaine. Et je pense que par moments, il y a une inflation du droit. L'histoire de la burqa ou du voile intégral aurait pu, et à mon avis, aurait dû être réglée simplement par des édits des premiers magistrats des villes. Il suffit de dire qu'en dehors d'un temps particulier, la vie se vit, la République, la vie commune, se vit à visage découvert. Et à quels sont ces temps particuliers? C'est le carnaval. Donc en dehors du carnaval, c'est le cas de le dire, hein, en dehors du carnaval, il n'y a aucune raison de venir vivre en société le visage couvert. Et puis ça ne s'explique pas théologiquement, ça aussi on pourra en parler, en tout cas de mon point de vue, et j'ai la faiblesse de croire que les gens sensés le disent, hormis la boutette classique qui veut que les gens sont sensés lorsqu'ils pensent comme nous. Suffisait de dire, bon, nous ne sommes pas en période de carnaval. Par définition, le moment du carnaval est un moment extraordinaire, comme le moment de la fête.
Vous savez, une fête dans une entreprise, d'une manière extraordinaire et exceptionnelle, fait côtoyer le PDG avec le factotum. Mais en dehors de la fête, il ne s'adresse même pas la parole. Et donc les cas extraordinaires étymologiquement permettent quelques extravagances, mais rien d'autre. Alors là, on a monté les choses en épingle, etc. Et on se retrouve avec la fameuse loi contre la burqa. Tant mieux si elle règle les problèmes. Et encore faut-il qu'elle soit appliquée. On avait trouvé un bonhomme qui n'a pas trouvé où mettre son argent que de payer les amendes des femmes verbalisées. Sincèrement, il y a quelques incohérences que je ne comprends pas. Voilà, alors, ne pas se tromper de registre, séparer les paramètres, distinguer les variables, aide à l'intelligibilité de la problématique. Nous le faisons ce soir entre personnes civilisées et merci au patronage laïque de nous permettre cela. Malheureusement, on ne le trouve pas sur certains plateaux de télévision ou certaines conventions nationales. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, cher monsieur, vous m'avez dit qu'est-ce que je pense de la démocratie en Amérique et en Algérie à propos de Tocqueville. Si on lit, enfin, ce n'est pas de la schizophrénie que je voudrais pour Tocqueville, il n'est plus là, et je ne veux même pas commettre le fameux parachronisme que j'ai stigmatisé tout à l'heure. C'est pour dire, encore une fois, que la démocratie est perfectible, c'est un point à l'horizon. On pense à un moment donné qu'on a évolué dans ses idées. Je suis sûr que dans l'an 2100 ou 150, si on reprend cette conférence, on dit mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce bonhomme ? Parce qu'il faut avoir cette humilité, que les choses évoluent. Et malheureusement, Alexis de Tocqueville, fasciné par la démocratie en Amérique, était celui qui a théorisé ou justifié le statut de l'indigénat. D'accord, on pouvait être sujet du Second Empire, mais on est resté sujet de la République. La République n'a pas de sujet, elle ne reconnaît que des citoyens. Et comme c'était inconsistant, ça ne pouvait mener qu'à des conflagrations. Les sociétés plurales, je ne dirais pas plurielles, qui n'ont pas le même droit et qui sont fondées sur des considérations iniques, ne peuvent mener qu'à la confrontation, à la guerre et au conflit. Contrairement aux sociétés dites unitaires, même si elles sont plurielles ou composites ou diversifiées, mais c'est-à-dire qui ont le même droit. Et heureusement, de nos jours et dans notre pays, on a le même droit et on l'applique. Et le primat est au droit, et le primat est au droit positif sur tout autre droit d'inspiration religieuse ou autre. Je ne dirais pas plus sur Tocqueville, parce que si je devais parler de Tocqueville, je parlerais aussi de Jules Ferry. Où l'école, le Jules Ferry de la métropole n'était pas le Jules Ferry des colonies, où l'école n'était ni laïque, ni obligatoire, ni gratuite. C'est curieux que chez un même individu, on n'arrive pas à avoir une vision universelle de la dignité humaine ou des idéaux. Ça, on en parlera lorsque j'évoquerai l'héritage de l'Aufklärung. C'est que l'esclavage ou la colonisation est une abomination absolue.
parce que d'aucuns vont dire « Ah oui, mais il y a les effets positifs ». Enfin, la fameuse loi du 23 février 2005, qui n'est pas abrogée, elle est déclassée, ce qui n'est pas la même chose, a cru trouver des effets positifs à la colonisation. D'abord, ce qui est curieux, c'est que ça ne relève pas de la législation, donc ce n'est pas au législateur de définir s'il y a des effets positifs ou pas à la colonisation, ça c'est du domaine des historiens. Et en plus, même s'il y a ces fameux effets positifs, les infrastructures, les hôpitaux et encore, mais par rapport à l'idéologie même colonialiste, ça ne pèse pas. Parce qu'on était dans une mission civilisatrice, etc. Bon, là aussi, je ne voudrais pas commettre de parachronisme, mais malheureusement, ça montre que dans le domaine des idées, on est toujours en phase ascendante, ou on est toujours vers ce point à l'horizon. Dans mon esprit, mais peut-être que je me trompe, c'est-à-dire qu'il faut même dénier le caractère sacré ou religieux ou cultuel à cette manifestation qui, in fine, est une aliénation de la femme avant tout au nom d'une religiosité crétinisante. Je préfère parler plutôt de religiosité que de religion. C'est-à-dire qu'on a transférer dans le bain, que ce soit une piscine ou à la mer, l'histoire, et là vous avez tout à fait raison et je vous rejoins, du hijab, enfin du voile. Bon. Mais derrière tout cela, il s'agit de quoi? Il s'agit du corps féminin qu'on veut dérober au regard masculin. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de rapports non harmonieux, non apaisés, non civilisés, tout comme vous, entre les hommes et les femmes. Donc, pourquoi diable, si je puis dire, on est dans cette mentalité où l'on culpabilise des consciences féminines, des consciences apeurées, des consciences culpabilisées, des consciences ratatinées par le fait d'emmitoufler, et dans certains cas, des fillettes à peine nubiles. J'ai pris des positions là-dessus, ça me vaut ce que ça me vaut comme inimitié, mais comme ce sont des choses auxquelles je crois fondamentalement, foncièrement, c'est dans mon fort intérieur, je continue à le dire. Donc le fait, je vous remercie de m'avoir posé la question, le fait de dire que ce n'est même pas un habit religieux, c'est pour dire que quelques ou des femmes ont pensé épuiser, je parle en France parce que le cas marocain, je peux y revenir, ont épuisé la totalité de leur identité dans des accoutrements, dans des effets vestimentaires qui ne sont ni esthétiques, ni élégants, ni porteurs ou qui ne préservent pas la dignité humaine, en l'occurrence dans sa composante féminine. Soit il va y avoir une inflation de lois, je ne suis pas sûr que ça soit sage, et soit il faut régler ces extravagances autrement. Et alors, qu'est-ce que c'est? Non seulement par l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la connaissance, revenir à l'histoire, mais aussi par l'autorité, d'abord chez les hiérarques religieux musulmans, et là nous empiétons sur ce que je pourrais dire la prochaine rencontre, d'une part, et d'autre part, il ne faut pas faiblir sur cette militance. Je ne dis pas militantisme, je dis militance féministe qui est très bien. Le cas marocain, je peux témoigner que dans certains complexes hôteliers, on a interdit le burkini. Je ne comprends pas, j'allais dire, cette discrimination dans son sens premier. Hein. Pourquoi certains complexes hôteliers interdisent les baignades en burkini?
Non, mais je suis ravi qu'on l'interdise. Mais et ailleurs, pourquoi pas? Donc, si c'est une question d'hygiène, ça doit être valable pour tous. Je pense que ça fait partie des choses dont nos intellectuels doivent s'en saisir. Je ne suis pas donneur de leçons, je n'ai aucune raison de prétendre enseigner quoi que ce soit, mais je m'arroge le droit de dire on a eu des auteurs de la défaite de la pensée, tel ou tel auteur ou tel immortel, qui ne produisent rien sur ces questions de nos jours. Que l'encéphalogramme est quasiment plat sur des questions de la plus haute importance de la coexistence pacifique et au-delà de la simple coexistence, c'est comment faire société commune. Et alors, on écrit l'identité malheureuse, on est dans les diatribes, on fait je ne sais trop quoi, et au lieu de, pardonnez-moi le terme un peu prosaïque, de se coltiner la réflexion intellectuelle d'une science politique autonome, véritablement, ou que fait-on dans une démocratie lorsque une société se délite? Alors d'aucuns me disent, oui, tu vois, ça c'est l'effet de la sécularisation. Oui, mais la sécularisation a du bon, de mon point de vue. Sauf que je ne dis pas que j'ai nécessairement raison. Donc la sécularisation a du bon. Le laïque par rapport aux religieux, c'est un peu comme le civil par rapport aux militaires. Mais une fois qu'on a dit ça, et alors? Comment fait-on que lorsque, dans une société composite, plurielle, diversifiée, multi, alors on ne le dit plus maintenant, confessionnelle ou pluriculturelle, si on n'a pas un lion, si on n'a pas un principe qui donne de la cohésion à l'ensemble, comment fait-on pour garantir la cohésion sociale, nationale, etc. Et on ne peut pas simplement pérorer laïcité, laïcité. Ce n'est pas suffisant. Surtout que, à mon avis, mais je peux me tromper, et là je me mets dans la place du chirurgien et non pas celle du médecin légiste, c'est que ce qui prime pour nous, c'est de sauver notre nation, notre modèle. À mon avis, à un moment donné, il y a eu un transfert. À la place de l'Église, c'était l'État. À la place de Dieu, c'était la raison. À la place de la charité, c'était la solidarité. À la place des rites religieux, c'était quelques protocoles de la République. Parce qu'apparemment, paraît-il que les groupes humains ne peuvent pas vivre sans rite. Qu'ils soient profanes ou religieux, c'est une autre affaire, mais les groupes humains ont besoin de rites qui leur donnent régularité, une approche cyclique dans le temps, et puis on a besoin de protocoles. Vous savez, l'investiture du président de la République suit tout un protocole, et ce jour-là, on ne vient pas lui taper sur l'épaule. Il y a tout un processus. Tout cela s'est délité à cause de la faiblesse du politique, d'une manière générale, peut-être parce que les échéances électorales font en sorte qu'on cède à des groupes dits de pression. C'est toujours facile de se défausser comme ça. Moi, je rends hommage, et c'est ça aussi la démocratie, lorsque dans une démocratie, ceux qui savent, ceux qui ont des idées, ceux qui sont compétents, ceux qui veulent, eh bien, on leur délègue la gestion des affaires de la cité. Et nous devons même leur en savoir gré, parce que ça leur coûte en temps, en énergie, en fatigue, en vie chahutée, en vie familiale bousculée, etc. En revanche, malheureusement, certaines démocraties permettent à
à ceux qui, voulant jouir des dorures des palais de la République, sont prêts à caresser les bas instincts de l'homme pour y arriver. Donc tout cela s'est délité à cause de la faiblesse du politique, qui est là uniquement pour gérer avec beaucoup d'impuissance certaines revendications. Et petit à petit, on voit émerger des sacrés, au pluriel, même pas un seul, des petites niches comme ça dans lesquelles se loge tel ou tel sacré, à la prétention non négociable, et puis on ne veut même pas trouver le plus petit dénominateur commun qui permette la cohésion nationale de l'être. Comment, dans une démocratie, allons-nous faire, selon la formule consacrée, faire en sorte que la cohabitation des sacrés soit la plus harmonieuse possible?